audience ce vendredi à la présidence de la République, le chef de l'État Idriss Déby Itno a reçu successivement une délégation angolaise et une autre de la Fondation Bill Gates. Plusieurs sujets ont fait l'objet d'échanges entre ces personnalités. Lancement officiel de la dissémination des résultats définitifs du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. C'est le ministre du Plan, de l'économie et de la coopération internationale qui a présidé cette cérémonie. Vous aurez les échos dans un instant. Et puis les travaux de la réunion de planification de l'audit environnemental, le conjoint relatif à l'assèchement du lac Tchad se sont achevés ce jeudi après une excursion sur le lac Tchad. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Voilà, je le disais à la une de l'actualité, série d'audiences ce midi à la présidence de la République. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a reçu successivement en audience une délégation angolaise conduite par le secrétaire d'État aux relations extérieures Manuel Augusto et une autre de la Fondation Bill Gates ayant à sa tête son président Dr Chris Elias. L'émissaire angolais est porteur des messages de son président José Eduardo dos Santos à son homologue tchadien Idriss Déby Itno. C'est une délégation forte de 5 personnalités qui a été dépêchée ce vendredi 30 novembre à N'Djamena par le président angolais José Eduardo dos Santos. L'audience accordée à la délégation angolaise s'inscrit dans le contrat entre les présidents Idriss Déby Itno et José Eduardo dos Santos. Au cours de l'entretien, le président de la République Idriss Déby Itno et Manuel Augusto, chef de la délégation angolaise, ont parlé de paix et de sécurité en République démocratique du Congo en particulier et dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en général, dont le chef de l'État, Idriss Déby Itno, en est le président en exercice. En tant que président en exercice de la CAC, son Excellence Idriss Déby doit être toujours saisi par ses pairs quand il y a des problèmes, comme c'est le cas maintenant. C'est dans cet esprit qu'on est venu ici pour partager avec son Excellence le Président Déby les préoccupations du Président dos Santos sur la situation en RDC. Et je vais rentrer au pays pour transmettre au Président dos Santos les idées de son collègue, mais qui vont tous dans la direction de la paix. La paix et la sécurité constituent le vecteur de tout développement. Et c'est fort de cette conviction que les présidents Idriss Déby Itno et José Eduardo dos Santos fédèrent leur action pour la stabilité dans la sous-région CAC. Au moment où la délégation angolaise quittait le palais présidentiel, celle de l'une des plus grosses fortunes du monde, j'ai nommé Bill Gates, faisait le sens inverse. Le président de la Fondation Bill Gates, Dr Chris Elias, et le chef de l'État Idriss Déby Itno ont, au cours des discussions, fait une évaluation de la campagne contre la poliomyélite au Tchad en remontant à septembre 2011 où Bill Gates a administré quelques doses de vaccins à des enfants en compagnie du chef de l'État Idriss Déby Itno dans la cour de l'hôpital de l'amitié sino-tchadienne. Il ressort des discussions que la riposte contre la poliomyélite a été énergique et le Tchad est sur le point d'anéantir cette maladie invalidante. Cependant, la vigilance doit être de mise avec l'augmentation des cas de polio dans un pays voisin. Nous restons toujours à la présidence de la République. Depuis sa signature en 2007, la communauté internationale ne cesse de soutenir l'accord politique du 13 août 2007. Pour matérialiser ce soutien, le porte-parole de l'ensemble de la communauté internationale, Hélène Cavé, a été reçue ce matin par le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Des précisions avec Innocent Kilayou. C'est dans le souci de soutenir l'accord politique pour le renforcement du processus démocratique au Tchad, signé le 13 août 2007, que la porte-parole de l'ensemble de la communauté internationale vient d'être reçue par le président de la République, Idriss Déby Itno. Le président de la République, Idriss Déby Itno, et Hélène Cavé se sont entretenus sur l'évolution de l'accord politique du 13 août 2007. Pour la porte-parole de l'ensemble de la communauté internationale, un cadre de concertation sera bientôt mis en place. Et nous étions là, en fait, pour signifier au président de la République
notre engagement total par rapport à la question donc de l'accord politique qui est arrivé maintenant un petit peu à échéance et de soutenir le président dans sa décision de voir un cadre de concertation se mettre en place. Donc nous avons évoqué tout ceci avec le président. Nous avons senti récemment un blocage entre la majorité présidentielle et l'opposition démocratique. Et ce que nous voulions, c'était un signal du président que nous avons obtenu. Le président se montre toujours ouvert au dialogue et ouvert à ce que la classe politique trouve un accord. Et de notre côté, nous, communauté internationale, nous voulons vraiment avancer sur ce processus comme nous l'avons fait depuis 2006 et 2007 pour la finalisation de cet accord politique. C'est depuis 2007 que l'Union européenne et l'ensemble de la communauté internationale apportent leur contribution à renforcer l'accord politique du 13 août 2007. Cet accord politique a permis aux acteurs politiques de maintenir un climat serein et d'organiser les différentes consultations électorales. Et puis, comme vous le savez, demain, 1er décembre, c'est le 22e anniversaire de l'arrivée au pouvoir du président Idriss Déby Itno et de ses compagnons. Prélude à cet anniversaire, nous vous proposons cet élément. Il est signé Bra Mahamat. C'est un rappel des événements. En avril 1989, au plus fort de l'autoritarisme du régime Habré, une poignée d'officiers à cœur d'abréger la souffrance des Tchadiens se révolte et gagne au péril de sa vie le maquis à l'est. Après quelques mois de réorganisation, le groupe rejoint alors par d'autres Tchadiens forme le MPS dirigé par Idriss Déby, donne l'assaut. La suite, on le connaît, David a mis en déroute le géant Goliath. Nous sommes un matin du 1er décembre 1990, une nouvelle page de l'histoire du pays venait alors de s'ouvrir. Et le ton est donné dès ce 4 décembre. Le plaisir est immense pour tous les combattants des forces patriotiques d'avoir contribué à l'éclosion du cadeau le plus cher que vous espériez. Ce cadeau n'est ni or ni argent, c'est la liberté. Et pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir les contenus des médias dont l'éclosion a été rendue possible par ceux-là qu'il convient d'appeler les promoteurs de la démocratie. Une démocratie qui, quoi qu'on dise, est effective depuis la conférence nationale de 1993, cette grande messe au cours de laquelle les Tchadiens ont tous opté pour la paix et le développement. Depuis, conformément au vœu de cette conférence, des institutions sont mises en place garantissant la voie à suivre. Dans cette optique, les réformes engagées ont permis de rendre plus professionnels certains corps de métiers, l'armée, la police, la justice. La liste est longue. Des élections libres sont organisées. La dernière série a lieu en 2012 avec la tenue pour la première fois au Tchad des communales. Le mérite revient à l'accord du 13 août 2007. Cet accord concédé par le président de la République, qui en est par ailleurs le garant, est pour beaucoup dans l'apaisement du climat politique actuel. Cependant, cet accord, aussi décisif soit-il, est désormais caduc. Il faut donc penser à un autre. Mais son obtention dépend de la manière de négocier des partis de l'opposition. En attendant, le MPS est sorti ragaillardi de son dernier congrès qui a vu revenir au devant de la scène les bas ministres, les survivants de ceux-là même qui voulaient d'un Tchad meilleur. Sur le plan économique, l'image d'un Tchad exsangue dont a hérité le MPS a changé grâce à l'exploitation des ressources nationales. Les infrastructures, elles, malgré l'immensité du pays, sont là, visibles. La lutte contre le détournement et la corruption se poursuit et a le mérite de dissuader. Se poursuivent également les vastes chantiers de mécanisation de l'agriculture et du développement du monde rural. Reste que le front social grogne depuis quelques mois. Il faut donc renouer le dialogue. Brahmamat, voilà, mesdames et messieurs, et pour parler de ces 22 ans de l'arrivée au pouvoir du président Idriss Déby Itno, nous recevons sur ce plateau le secrétaire général du mouvement patriotique du Salut, Dr Beyom Malo Adrien. Docteur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, madame. Voilà, le 22e anniversaire de l'avènement de la journée de la liberté et de la démocratie a lieu au lendemain du 5e congrès du mouvement patriotique du Salut. Alors, si on vous posait la question suivante, de nous faire cette question et celle-ci, si on vous demandait de nous faire le bilan des 22 ans de l'arrivée au pouvoir du président Déby Itno, me demander de faire le bilan de 22 ans de pouvoir MPS, c'est me demander de me livrer à un jeu vraiment
pas difficile, mais harassant, puisqu'il y aura tant et tant de choses à dire. Vous savez que en 22 ans, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Si nous prenons le volet politique, le MPS a gagné le pari qu'il s'est donné depuis Bamina, à savoir l'instauration de la démocratie et de la liberté. Vous savez que depuis 1990 que le MPS est arrivé, après la CNS, la Constitution, les élections, toutes les institutions démocratiques et étatiques sont mises en place. Et les élections se sont passées de façon transparente, libre, et tous les acteurs politiques ont accédé librement aux médias. Ils ont fait leur campagne comme il se devait. Donc je pense que sur le plan politique, nous avons fait un pas de géant. Le bilan est positif. Le bilan est très positif. D'accord. Le dernier congrès a vu le retour au devant de la scène des pas ministres, dont vous. Dites-nous, pendant tout ce moment, où est-ce que vous étiez? Cette question me semble un peu polémique. Parce que demander où étaient les bas ministres présuppose que... Vous, en particulier, où étiez-vous pendant tout ce temps? Je suis toujours resté au Tchad. D'accord. Sauf quelques moments où je suis reparti de temps en temps à l'étranger pour mes études. Mais sinon, dès le début, j'étais ici au Tchad. J'ai contribué à ma façon à l'édification de ce système. Donc, je suis toujours resté au Tchad. Et selon vous, qu'est-ce qui a motivé ce choix sur votre personne, par le président notamment? Vous savez que le camarade président fondateur connaît tous ses compagnons. Il connaît ceux qui lui sont fidèles, il connaît leur engagement. Et le choix qui a porté sur ma personne n'est pas un mérite parce que je suis meilleur que les autres, parce que nous sommes tous meilleurs. C'est la raison pour laquelle, même avant de porter le choix sur moi, il a hésité, parce que c'était un choix difficile quand même. Mais la clairvoyance a voulu que, et la chance aussi a voulu que le choix soit porté sur moi. Donc je me mets à la disposition des camarades pour aider le président fondateur à faire avancer la rénovation prônée par le 5e congrès. Alors, avant de poursuivre cet entretien, je vais vous poser une toute petite question. Quand vous étiez au Maquis, qu'est-ce que le président vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a confié? Et est-ce que ce qu'il vous a dit au Maquis a été fait? Vous l'avez dit tantôt au début, mais j'aimerais savoir ce que vous n'avez pas dit tout à l'heure. Des confidences. Les confidences que le président m'aurait faites. Vous savez, en ce temps-là, tout le monde s'était engagé avec ferveur pour la liberté, parce que c'était d'abord la première chose qui nous avait révoltés. Il fallait instaurer la liberté et la démocratie, l'expression plurielle. Et en ce temps, j'étais en études. J'étais en études, j'ai fini, j'étais dans un pays étranger de l'Afrique de l'Ouest. Quand nous nous sommes rencontrés avec des émissaires que le président fondateur avait envoyés. Et tout de suite, ayant vu la justesse du choix, j'ai décidé de le rejoindre au Maquis. Et au Maquis, je m'occupais principalement de la radio et de la communication. D'accord. Et vous étiez combien, ces confidents-là? De tous les camarades, nous étions environ 3000, tous les combattants réunis. D'accord. Toutes les élections prévues ont été organisées, comme vous l'avez dit au début de cet entretien, grâce à l'accord notamment du 13 août 2007. Cet accord bien salué par toute la classe politique est désormais caduque. La CPDC a annoncé son retrait en comité vie, indexant une mauvaise volonté de la part de la majorité présidentielle. Qu'en dites-vous? Bien. C'est le droit de la CPDC de prendre telle ou telle attitude.
selon ses vues. Mais à notre humble avis, nous pensons que l'autre un accord se signe autour des objectifs. Et l'accord du 13 avait permis d'organiser les élections dans une situation apaisée. Les élections présidentielles, législatives et locales. Donc les objectifs étaient atteints. Maintenant, il est question de poursuivre le processus mis en place, mais pas avec les mêmes objectifs. Ce n'était plus le cadre des élections. Donc, il est nécessaire quand même de réfléchir. Quand les accords ont atteint leur objectif, il est normal de recentrer les choses pour le futur. Bien. Est-ce qu'au niveau du MPS, nous pensons de ce retrait, nous ne pouvons que déplorer, c'est dommage que l'opposition radicale soit allergique aux discussions. Mais vous avez quand même fait des propositions, ce sont lesquelles? Les propositions, c'est qu'il fallait un autre cadre avec un décret, un nouveau décret, qui puisse fixer les nouvelles manières de faire. Voilà la proposition du MPS. D'ailleurs, la majorité présidentielle était partie sur la table de négociation avec un projet de décret. Mais la CPDC a estimé qu'il fallait poursuivre dans le même cadre des accords du 13. Nous pensons que c'est faire du surplace. Quand on a atteint un objectif, il faut toujours penser au plus et non à rester sur place. D'accord. Monsieur le secrétaire général, le Front social grogne et le 27 novembre dernier, le gouvernement, contre toute attente, a décidé d'annuler les protocoles d'accord signés avec les centrales syndicales. Est-ce que ce n'est pas empirer encore la situation actuelle? Bien. Je me demande si c'est empirer la situation ou bien chercher de nouvelles voies de résoudre les problèmes. Vous savez que le gouvernement avait signé des accords avec les syndicats pour une trêve qui devrait courir jusqu'à 2014. Mais il y a eu des revendications qui ont été formulées par les syndicats. Donc, le gouvernement a signé effectivement, a pris certains engagements avec les syndicats. Mais il fallait le dire, c'est que dans ces engagements-là, il y a eu des mauvaises foi par rapport aux négociateurs. Nous voyons que dans les propositions, la part belle est faite aux couches sociales les plus aisées. Aux couches sociales les plus aisées. Alors que la couche la plus lésée, la classe basse, qui devrait être avantagée, les couches sociales les plus défavorisées qui devraient être avantagées, sont laissées pour compte. C'est lesquelles, par exemple? Si nous prenons, par exemple, les ouvriers, ils sont au stade du SMIC, n'est-ce pas? Ils sont au stade du SMIC, alors qu'avec les augmentations proposées par le syndicat, la catégorie A se retrouve à une bonne position. Donc, les propositions, c'est quoi? Avec cette position du gouvernement, ça permettra, du moins à notre niveau au MPS, nous pensons qu'il est mieux de rediscuter de tout, hein, que les syndicats amènent leurs propositions et que nous le fassions de façon sereine pour qu'il n'y ait pas une couche sociale qui soit lésée par rapport à d'autres. D'accord. Le mandat passé et celui en cours sont orientés vers le social. Paradoxalement, la vie devient de plus en plus chère. La dernière preuve, c'est la révision à la hausse des prix des produits pétroliers. Qu'est-ce qui explique cela? Sur ce plan précis, je ne suis pas économiste, mais toujours est-il que la fixation du prix des carburants par le gouvernement et sous l'impulsion du président de la République, le président fondateur du MPS, c'est pour permettre à ce que la vie de la ménagère puisse être allégée. Malheureusement, il s'est trouvé que malgré le prix fixé,
la vie de la ménagère n'a pas évolué. Et pourquoi? Parce qu'il se trouve des commerçants véreux qui prennent, par exemple, prenons l'exemple du ciment, par exemple, ils prennent le ciment moins cher, subventionné par l'État, mais qui ne le vendent pas sur le marché. Il en est de même du carburant, au point où, dans la sous-région, le prix du carburant est le moins cher. C'est le moins cher et c'est au Tchad que la vie est la plus chère. Donc, au lieu que le gouvernement continue à subventionner les plus riches qui prennent le carburant, qui vont vendre ailleurs, bien, mieux vaut élever le prix pour que ces commerçants-là ne soient plus tentés d'exporter notre produit vers l'extérieur. D'accord, malgré cette décision qui a été prise, d'aucuns pensent que rien ne va changer parce que toutes les décisions qui ont été prises par le gouvernement n'ont jamais été respectées, parce qu'il n'y a pas de suivi. Est-ce que cette fois-ci, il y aura un suivi? De bonne foi, je pense que le Tchadien est souvent pessimiste. Et peut-être il a raison, parce qu'effectivement, il y a eu un laisser-aller à un certain moment. La rénovation que prend le MPS, c'est aussi la lutte contre ces dérives. La lutte contre ces dérives. Et en reprenant les choses en main, nous voudrions que cette mauvaise pratique-là cesse. Donc vous et votre nouvelle équipe, vous allez vous impliquer pour aider le gouvernement à maîtriser tous ces commerçants véreux. C'est l'ambition du MPS et c'est la marque que nous voulons imprimer désormais à la marche du pays. Et en 2013, qu'est-ce qu'on peut attendre exactement de vous en 2013, avec votre arrivée? Bien. La première chose à attendre, c'est d'abord la restructuration de nos organes pour que nous puissions avoir des organes qui puissent être efficaces. Parce qu'il y a eu un militantisme folklorique. Les gens pensent que plus on fait du bruit, plus on est militant. Et nous voulons mettre fin à ce militantisme folklorique et s'attaquer à l'essentiel. Et raison pour laquelle il nous faut restructurer nos cellules, les recentrer sur l'essentiel, les former. Et l'exemple devrait commencer d'abord par nous-mêmes. L'amour du travail, parce qu'il y a beaucoup qui veulent avoir tout, mais sans travail. Et nous pensons au MPS que désormais, il faut que cela cesse. La première chose. La deuxième chose, c'est l'équité. L'équité et la solidarité. Et la transparence aussi. La transparence surtout. La transparence surtout. Et c'est à quoi nous allons nous atteler dans les jours à venir. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, d'avoir répondu à toutes nos questions et très bonne fête à vous. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est un plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'invité du journal, Dr Beyom Malo Adrien, secrétaire général du mouvement patriotique du Salut. Nous continuons ce journal avec toujours de la politique. Assemblée générale des femmes du mouvement patriotique du Salut. La rencontre s'est tenue hier après-midi au centre Don Bosco, une assemblée qui permettra de redynamiser l'offre MPS, l'organisation des femmes, bien sûr. Une cérémonie présidée par la première dame, Hinda Déby Itno. Belgar l'armée la guerre. Reportage. Un mois après le 5e congrès, l'organisation des femmes du mouvement patriotique du Salut se restructure. L'organisation et la participation féminine, la nouvelle appellation de la dite organe, a tenu son assemblée générale ce jeudi au centre Don Bosco. Les travaux abattus en un temps record par le présidium ont permis d'adopter les textes de base et de mettre sur pied un comité directeur composé de 31 membres. Ce comité sera dirigé par une secrétaire générale qui doit être désignée ultérieurement. Il découle de cet organe 4 coordinatrices. Elles ont la charge d'animer les jeunes, le groupe socio-professionnel, les commerçants et le groupe des sages. Le secrétaire général du mouvement patriotique du Salut, Beyom Adrien Malo, invite les membres du nouveau bureau à plus d'engagement et de détermination pour la redynamisation du parti. La première dame, Hinda Déby Itno, présidente d'honneur de cette organisation féminine du MPS, a encouragé ses camarades militantes à braver les obstacles afin de se consacrer aux activités de leur parti. Je vous exprime mes profondes gratitudes et vous exhorte à un militantisme volontariste, car le chemin est long et plein d'obstacles. Vous aurez à rencontrer sur le terrain les résistances des femmes
à l'adhésion politique des adversaires des autres partis politiques qui ne vous feront pas de cadeaux. Vous serez traités de tous les maux. Vous serez calomniés. On portera atteinte à votre vie privée. Vous serez tentés par la lassitude, le découragement, parce que vous aurez observé le manque de soutien du bureau politique. Selon les textes statutaires, ce comité directeur a la mission de présider à la destinée de l'OPF-MPS pour une durée de 3 ans. Plusieurs motions de soutien et d'encouragement ont été adressées au président fondateur du MPS, à la première dame et au secrétaire général national. Les travaux se sont achevés par la remise des attestations de mérite à une dizaine de militantes pour leur engagement. Différentes régions du pays a débouché sur la mise en place des nouveaux bureaux exécutifs. Marale Joséphine. C'est un bureau de 21 membres qui est mis sur pied avec à sa tête Abdoulaye Mbodou Bami, le président national élu démocratiquement par les congressistes et secondé d'un vice-président nommé Ngaralbaï Boulngar Apollinaire. Ce deuxième congrès placé sous le thème « Mobilisons-nous pour redynamiser l'action pour la République, la démocratie et le développement » était l'occasion pour les militantes et militants de débattre des sujets inscrits dans le programme et surtout de mettre sur pied ce présent bureau exécutif qui doit conduire la vie de ce parti politique. Aussi, ils ont formulé des recommandations relatives à la création d'une armée véritablement nationale, à l'application intégrale de l'accord entre les partis politiques, de l'opposition et les syndicats et bien d'autres. Le président national de l'ARD entend assurer cette responsabilité grâce à l'engagement de tout un chacun. J'espère et j'en suis sûr, avec le concours de tout le monde, sans exception, l'ARD sortira grandi. Nous avons déjà des acquis, nous avons produit des résultats. Qu'est-ce qui reste? C'est de consolider ces résultats. Et s'il plaît à Dieu, nous ne vous décevrons jamais. Les participants à ce deuxième congrès ordinaire de l'ARD ont également pris des engagements. Ils doivent à cet effet œuvrer pour faire triompher le fédéralisme par l'instauration d'un état de droit et la mise en place des organes du dit parti dans les différentes régions du pays. Tout autre chose à présent, le Premier ministre, nous en parlions hier, a visité les chantiers du Grand Hôtel et l'hôtel Hilton de N'Djamena, situés respectivement dans les 6e et 3e arrondissements de la capitale. Emmanuel Adingar est allé constater l'état d'avancement des travaux de construction de ces grands chantiers. Le chef du gouvernement est accompagné du ministre des Infrastructures, Ngatangoulou, celui de la communication porte-parole du gouvernement, Sansila Bakari, et quelques membres de son cabinet. Le point avec Ramadé Hassan. C'est dans la perspective d'abriter les grandes rencontres continentales et internationales que le chef de l'État Idriss Déby Itno a engagé de grands travaux de construction des hôtels de très haut standing en N'Djamena. Cette descente de terrain effectuée par le Premier ministre Emmanuel Nadingar a pour objectif de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de ces deux grands chantiers de la capitale qui font partie des grandes réalisations du président de la République Idriss Déby Itno dans le cadre de son programme politique axé sur la renaissance du Tchad. Le chantier de construction de ce grand hôtel situé non loin de la cité du 1er décembre a constitué la première étape de la visite du Premier ministre Emmanuel Nadingar et sa suite. Juste après son arrivée sur le site, le responsable du bureau d'études, technologie, architecture, urbanisme, Roberto Secchi, a présenté au chef du gouvernement les différentes phases de construction de ce joyau architectural qui comportera plusieurs zones. Selon lui, ce complexe hôtelier 5 étoiles sera composé de 250 chambres et le tout est articulé autour d'un grand centre politique qui comprendra une salle de conférence de chefs d'État, des suites présidentielles, une salle de banquet de 1000 places, des restaurants et une chambre de dimension standard. La chambre témoin au niveau du grand hôtel sera présentée aux autorités au mois de mars 2013. Selon le directeur général de l'entreprise CFE Tchad, Van Christophe, cet ouvrage sera livré fin octobre 2014.
Après le Grand Hôtel, le Premier ministre Emmanuel Nadingar s'est rendu sur le chantier de construction des Hilton Hôtel de N'Djamena situé au quartier Sabangali. Ce complexe hôtelier comprendra lui aussi 250 chambres, des suites présidentielles, 5 restaurants et bien d'autres salles de très haut standing. Au niveau des Hilton Hôtel, les travaux sont exécutés à 75% selon les explications techniques fournies par l'architecte de l'entreprise Salim Group chargé de l'exécution des travaux du dit hôtel. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a apprécié la qualité du travail abattu par cette entreprise américaine. Au niveau des Hilton Hôtel, la chambre témoin a été déjà même aménagée. Le chef de gouvernement a indiqué que ces grands hôtels permettront à N'Djamena d'abriter les grandes rencontres continentales et internationales. Nous avons bon espoir que le délai qui d'ici de fin 2013 également consacre son achèvement et que partant de là, nous pouvons dire que la renaissance annoncée est une réalité pour notre pays. La renaissance annoncée par le chef de l'État n'est pas un vain mot, puisqu'on voit à travers la ville de N'Djamena de quelle manière elle se développe. C'est sur une note d'espoir et de satisfaction que le Premier ministre Emmanuel Nadingar a quitté ces grands complexes hôteliers. Et puis ce soir, le Premier ministre Emmanuel Nadingar était au complexe universitaire de Toukoura. Il est parti constater de visu l'effectivité du démarrage des cours dans ce complexe, mais aussi s'enquérir des conditions des études et du travail. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Bibliothèque nationale a abrité ce matin la cérémonie de lancement officiel de la dissémination des résultats définitifs du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. C'est le ministre du Plan de l'économie et de la coopération internationale qui a présidé cette cérémonie. Plusieurs membres du gouvernement ainsi que des partenaires financiers et techniques y ont pris part également. Le point avec Gandata Ouhamia. Les résultats définitifs du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, RGPH2, sont connus. C'est à la faveur de cette cérémonie de lancement de dissémination et de diffusion des rapports définitifs du RGPH2 que ces résultats sont rendus publics. Il ressort de la présentation du directeur général de l'INSED, Ousmane Abdoulaye Hagar, que les résultats du RGPH2 sont compilés dans 3 volumes différents. Le premier contient les résultats globaux définitifs, le deuxième porte sur les résultats définitifs par sous-préfecture et le dernier relève les principaux indicateurs globaux issus de l'analyse thématique. La population totale est estimée à 11 039 873 habitants. La population masculine est estimée à 5 452 483 et celle féminine, quant à elle, à 5 587 390, soit 50,6% de la population. Pour le ministre du Plan, de l'économie et de la coopération internationale, c'est l'aboutissement d'un travail gigantesque mené par le gouvernement et ses partenaires afin de mettre à la disposition de tous les acteurs les outils indispensables pour la planification efficace du développement économique et social du pays. Le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, mesurant parfaitement l'importance stratégique des données statistiques pour la mise en œuvre de sa vision du développement du Tchad, avait instruit et soutenu le gouvernement pour la mise en œuvre du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, préalable à une meilleure identification et satisfaction des besoins de la population. Le gouvernement, dans cette volonté, a mobilisé les 65% du coût total, estimé à 15,8 milliards de francs CFA. Avec ces résultats définitifs du RGPH2, le Tchad dispose désormais des bases de données démographiques et socio-économiques fiables, des données statistiques et d'études pertinentes destinées à soutenir de nombreux programmes et projets devant contribuer au renforcement du processus démocratique dans le pays. L'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques INSED entend imprimer ces 3 rapports en grand nombre pour leur vulgarisation sur l'ensemble du territoire national. Gaba, c'est le nom d'un village qui vient d'être créé dans le département du Bahr el Ghazal Sud. Ce village des pasteurs nomades qui décident de se sédentariser a été inauguré le week-end dernier en présence des autorités civiles et militaires de la région.
La population nomade du village Gaba se sédentarise pour faire face aux défis de l'heure. Cette volonté des filles et fils de la région de Bahr el Ghazal est une réponse à la politique des plus hautes autorités dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, plus précisément le développement du monde rural. La cérémonie d'inauguration de ce village moderne a drainé un nombre important de ressortissants de la dite région, les autorités traditionnelles, administratives et militaires. Le président du comité d'organisation, Mamadou Nouachili, sollicite le concours du gouvernement pour parfaire l'œuvre entreprise par les natifs du village afin d'améliorer les conditions de vie de la population. En faveur de cette cérémonie, les militants du mouvement patriotique du salut MPS ont saisi l'opportunité pour mettre en place la cellule villageoise de leur parti. Pour marquer d'une pierre blanche cet événement, le comité d'organisation a également sollicité le concours de l'association pour l'encouragement et l'amélioration des races de chevaux au Tchad, ARCT, pour lancer la 8e édition de la course. Il y a eu au programme 6 courses dont une course de dromadaires. Cette course qui atteste le caractère pastoral de cette communauté a permis de récompenser les meilleurs chevaux et dromadaires. Retour à N'Djamena, la société de manutention SDV change de nom. C'était au cours d'une grande soirée organisée hier à Novotel, la Tchadienne. Thomas Robert. La société multinationale SDV Tchad, implantée depuis 1962, change d'appellation. Elle devient Bolloré Africa Logistique Tchad. Durablement engagé en Afrique, Bolloré Africa Logistique est le premier réseau de logistique intégré sur le continent. Implanté dans plus de 50 pays au monde, c'est un véritable leader de la manutention terrestre, aérienne et portuaire. Bolloré Africa Logistique, premier employeur privé avec 23 000 collaborateurs, dont 150 au Tchad. Bolloré Africa Logistique conduit une politique d'investissement à terme et poursuit sa stratégie de partenariat avec les États et les opérateurs économiques. Bolloré Africa Logistique entend à travers cette nouvelle dénomination vendre son image de marque à l'échelle internationale. Nous voulons affirmer notre identité, nos ambitions et nos valeurs. Nous savons que la notion de famille est primordiale au Tchad, comme partout en Afrique. Le sentiment d'appartenance à une famille est une force et une fierté. La rencontre autour d'une identité commune est une source d'assurance, de force et donc de progression. La deuxième raison, après notre identité, c'est notre cohésion interne. L'objectif de cette marque est de fédérer toutes les énergies qui existent en interne autour d'une culture et d'une stratégie commune. Ceci pour renforcer l'intégration d'un réseau qui a été constitué d'origines et d'expériences assez diverses. La troisième raison, c'est la visibilité. Dans un monde qui se globalise de plus en plus, on doit rapidement être repérable et identifiable. Et nous pensons que Bolloré Africa Logistics est une marque forte et par conséquent visible. Bolloré Africa Logistics est déterminé à jouer un rôle crucial auprès de ses interlocuteurs. Cette société de manutention offre à ses clients un service de qualité afin de contribuer au développement socio-économique des pays où cette société de transport terrestre, fluvial et aérien est implantée. Notre vision commune, c'est clairement la confiance fondamentale que nous avons en l'Afrique et en sa capacité à se développer et à prospérer. Nous sommes depuis des décennies un partenaire fidèle et un investisseur de long terme qui participe activement au développement des pays dans lesquels nous sommes implantés. La stratégie de développement actuelle de nos activités en est la preuve. Nous avons également des valeurs en commun. Notre première valeur, c'est la volonté d'entreprendre, et l'historique de notre groupe en illustre parfaitement
la constance au fil de toutes ces décennies. Cependant, cette volonté d'entreprendre ne serait qu'un simple slogan sans toutes les femmes et les hommes qui travaillent pour le groupe. J'ajouterai comme troisième valeur la responsabilité environnementale. Nous ne sommes pas indifférents à l'environnement dans lequel nous travaillons et nous mettons tout en œuvre pour poursuivre le développement de nos activités dans le respect à la fois de la nature qui nous accueille et de nos salariés. Comme quatrième valeur, je voudrais citer le respect d'autrui, ce qui implique beaucoup d'humilité. Le respect d'autrui et l'humilité qui nous incombent sont des valeurs fondamentales qui, en retour, nous évitent bien des écarts de comportement. Au-delà de cette soirée de retrouvailles, ce fut également l'occasion toute légitime pour l'ancien directeur de la SDV de rendre un vibrant hommage à son personnel et également à la société tchadienne d'affrètement STAD. Arrivé à N'Djamena en septembre 2006, j'ai eu l'occasion d'observer d'importants changements ces dernières années qui ont sensiblement amélioré l'image de la capitale et du pays tout entier. La paix est restaurée, encourage les entreprises à investir dans un pays vaste, aux ressources importantes et encore peu exploitées. Le pétrole, mais aussi l'élevage, l'agriculture, les ressources minérales offrent d'intéressantes perspectives, alors que la production d'énergie ne cesse de croître grâce à des investissements considérables réalisés dans le secteur. Je salue nos clients, dont beaucoup étaient devenus aussi des amis, et les remercie pour leur fidélité et les bonnes relations commerciales et professionnelles instaurées au fil des ans. Je remercie également chaleureusement les autorités pour leur constante disponibilité, leur écoute et leur soutien au groupe Bolloré, partenaire fidèle du Tchad depuis plus de 50 ans. Bolloré Africa Logistique, premier opérateur de partenariat public et privé en Afrique. Un réseau de logistique en Afrique, toujours à votre service. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec ce public reportage que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme. Je vous retrouve encore demain avec le même plaisir. Bonsoir.